Christian Godin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie. Anciennement. Anciennement, émérite on dit, mais enfin on ne sait jamais d'être professeur, on ne sait jamais d'être philosophe dans la vie. C'est ça. Et vous êtes le co-auteur avec Yves-Charles Zarka, mais c'est une co-direction parce qu'il y a beaucoup d'autres auteurs, du dictionnaire du temps présent aux éditions du Cerf. C'est 10 ans de travail, c'est 65 auteurs différents, 644 pages. Et en fait, dictionnaire, vous êtes un peu le spécialiste. D'ailleurs, pourquoi la forme dictionnaire est-elle si intéressante pour le penseur ? Parce qu'elle permet de réunir un ensemble dispersé de connaissances, plutôt un ensemble dispersé d'informations, de façon à en faire un savoir et une connaissance. Les informations, c'est un fait brut, et ce qui est intéressant pour un philosophe, évidemment, c'est le sens. Or, il ne peut pas y avoir de sens sans relation. Et donc, il faut un lien entre les informations et quel livre constitue le lien par excellence qu'un dictionnaire ou une encyclopédie. Oui, vous en avez publié plusieurs. Mais pourquoi ce dictionnaire-ci, le dictionnaire du temps présent ? On pourrait penser qu'il faut laisser l'histoire trier et puis ne mettre dans les dictionnaires que ce qui mérite d'y rester. Oui, d'autant plus d'ailleurs que le genre est assez inactuel avec l'arrivée de Wikipédia, d'Internet, etc. On se dit que le marché du dictionnaire est un marché presque épuisé. Mais je crois que la nécessité s'en fait sentir, d'autant plus que nous sommes littéralement sous une avalanche d'informations, ou bien bombardés par les informations. D'ailleurs, les métaphores du désastre ne sont pas innocentes pour désigner justement tout ce qui nous assaille quotidiennement en fait d'informations. Mais elles sont tellement dispersées que jamais, me semble-t-il, le monde n'a été aussi opaque. Ce qui est un paradoxe. Normalement, les informations devraient nous mettre au clair avec ce qui se passe, avec la réalité du monde. Je crois que l'homme d'aujourd'hui est dans une opacité assez totale par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il voit. Dans cette complexité, vous nous dites, les bouleversements se traduisent par des modifications du dire. Le langage participe de cette complexité ou il nous donne des fils à tirer quand même pour y voir plus clair ? Je crois que c'est les deux. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une prolifération de néologismes vient de la nécessité de nommer des réalités qui elles-mêmes sont nouvelles. Ou bien alors, si ces réalités ou ces idées étaient anciennes, leur conception, elle, a changé. Donc il est nécessaire de mettre au clair des termes, d'autant plus qu'ils sont, on a choisi, évidemment, il faut faire un tri, il y en a qui n'ont pas été retenus, mais il faut évidemment prendre les termes qui sont relativement récurrents dans les médias, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de termes qui sont employés sans être réellement compris. Alors, dans ce dictionnaire, on va trouver des termes de notre quotidien désormais. QR code, selfie, séquençage. On trouve aussi des termes mystérieux, et nos auditeurs iront voir. Solastalgie, ça c'est votre spécialité. Mitigation, iconorée. Bon, moi j'ai retenu un certain nombre de thèmes, d'entrées, comme on dit pour un dictionnaire. Commençons par celles qui sont parfois les plus polémiques ou les plus politiques. Islamo-gauchisme. Vous nous dites, les nouveaux damnés de la Terre sont les musulmans, ils sont porteurs d'une révolution contre l'Occident. Pour vous, cette définition de l'islamo-gauchisme, est-ce qu'elle fait aujourd'hui consensus ou est-ce qu'elle n'est pas détruite par ceux qui sont justement accusés d'être islamo-gauchistes ? Alors, il est vrai que c'est un terme polémique, mais quel terme politique ne l'est pas ? Il faut bien se rendre compte que les termes politiques qui sont apparemment les plus innocents ou consensuels, comme démocratie et république, dès lors qu'on les définit, on prend nécessairement position. Donc, en fait, on ne peut pas, en politique, s'en tenir à une seule description. Et derrière la description, qui est le rôle d'une définition, c'est le cas en physique. Si vous définissez la masse ou l'énergie en physique, vous ne prenez pas un jugement de valeur par rapport à ça. En politique, c'est impossible. La valeur de la République est positive, la valeur de la démocratie est positive, la valeur de l'islamo-gauchisme est négative. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Islamophobie, dans la même lignée, est-ce que vous croyez, et la définition de ce côté-là nous laisse un peu inquiets, qu'on peut critiquer une religion sans être perçu comme insultant pour les fidèles de cette religion, par les fidèles de cette religion ? Alors ça, c'est un réel problème, disons, actuel. La difficulté qu'ont de plus en plus de gens à faire la séparation entre ce que les gens pensent, disent et ce qu'ils sont. C'est-à-dire que normalement, le respect, si l'on s'en tient à la philosophie des droits de l'homme, s'adresse à la personne. Or, aujourd'hui, on voit une sorte de gauchissement de cette notion de respect qui devrait s'élargir aux idées, aux croyances, comme si, a priori, automatiquement, toutes les croyances étaient dignes de respect.
Dans ce secteur, dans l'islamo-gauchisme, islamophobie, il y a un débat qui est redevenu d'actualité, c'est le débat sur le burkini. Vous avez écrit évidemment cet article il y a quelques mois, mais quand vous dites « le burkini n'est pas interdit en France car il ne dissimule pas le visage », malgré le fait qu'il ne dissimule pas le visage, la polémique et les propos sur autorisation et interdiction ont prospéré. Qu'est-ce qui se passe avec ce vêtement ? C'est-à-dire que c'est un vêtement qui n'est pas seulement un vêtement. Ah oui. De la même façon que la croix gammée est un signe qui n'est pas seulement un signe. Excusez-moi de l'analogie, mais je veux dire, les signes, d'autant plus que ce sont des signes qui sont manifestes, qui sont évidents, ont un sens. Et le sens, eh bien, c'est celui de l'islamisme, c'est-à-dire de la version politique dure de l'islam politique. Et même si on peut, disons, penser qu'un certain nombre de femmes qui portent ce vêtement sont de bonne foi et veulent simplement manifester leur foi musulmane, il n'en reste pas moins vrai que leur vêtement a tout autre sens. Et donc la loi qui se concentrait sur le visage a été contournée. Bien entendu, et de fait, elle joue au fait, ceux qui ont activé pour la reconnaissance de ces vêtements jouent sur le fait que, sur un pervertissement, un gauchissement de la notion de tolérance. Là aussi, on revient à ce que je disais sur le respect, c'est-à-dire que ce sont des notions qui finissent par être tellement élargies qu'elles sont noyées dans un océan de non-sens. Un autre mot très délicat à manier, l'article long qui se préoccupe de ce mot, le mot Shoah, se conclut par « c'est un événement sans précédent », la Shoah, mais un événement sans précédent archivé. Pourquoi cette distinction ? Parce que en fait, c'est à la fois, vous savez que le terme lui-même, il s'est imposé très récemment, et donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons introduit dans le dictionnaire. Puisque vous rappelez l'historique, le film de Lanzmann, effectivement, le mot holocauste, toujours préféré dans beaucoup de pays. Le temps présent, vous savez, le présent d'une société, le présent du monde, c'est pas le même que le présent d'une vie personnelle. Il a donc une certaine durée, un laps de temps relativement long. On a pris le parti de faire commencer le présent dans les années 60, parce que, nous semblait-il, c'est dans cette décennie-là que se sont mises en place des configurations qui sont celles de notre monde d'aujourd'hui. Et on se rend compte effectivement qu'il y a eu, je crois, dans les années 60, une série de télévision qui s'appelait Holocauste. Et le terme aujourd'hui nous apparaît comme particulièrement ignominieux par rapport justement à un terme de Shoah qui veut dire catastrophe, je crois en hébreu, et qui est le terme que effectivement le film de Claude Lanzmann a fini par légitimer. Donc archivé en ce sens que il y a eu un extraordinaire travail de mémoire, mais au sens d'une mémoire historique et pas simplement la mémoire affective, et que aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'il suffit d'aller voir le mémorial de Saint-Paul, enfin près du métro Saint-Paul, le mémorial, on s'aperçoit que la quasi-totalité des noms des victimes a été répertoriée. Et ça, c'est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire du monde, qu'un massacre, d'autant plus une extermination qui s'est faite dans le silence et le secret presque totaux, et bien qu'on a réussi avec une patience de fourmi à reconstituer la liste presque complète des victimes, alors que bien des guerres n'ont pas réussi à faire ce travail-là. Dans l'article antisémitisme, vous pointez une difficulté pour les Juifs aujourd'hui. Soutenir Israël comme État-nation est presque anachronique dans une période où le concept d'État-nation est battu en brèche, critiqué, obsolète dans beaucoup d'endroits sur la planète. C'est pour Israël un défi majeur. Bien entendu, ça participe d'ailleurs, ça traverse toutes les équivoques qu'il peut y avoir, par exemple, autour de la notion de nation. Tout à l'heure, je disais que les termes politiques étaient polémiques. Celui de nation c'est une notion et une réalité qui n'ont pas cessé de balancer de la gauche à la droite. Par exemple, ne serait-ce que dans l'histoire de France, la nation a d'abord été de gauche, puis a été à droite, puis ensuite récupérée par la gauche, reprise plutôt par la gauche, etc. Donc il y a ce mouvement de balancement
conférencier. Le sionisme, lui, s'inscrit dans une philosophie qu'on pourrait dire celle des Lumières, et donc d'une nation qui serait conçue de manière progressiste, d'autant plus que le sionisme est apparu au moment des pogroms de Russie et d'Europe orientale à la fin du 19e siècle, et qu'il s'agissait là d'une réaction de survie. Donc, de fait, le nationalisme des fondateurs, des pères fondateurs, le sionisme des pères fondateurs, Ben-Gurion, Golda Meir, évidemment, c'est une forme politique qui, 70 ans plus tard, a énormément de mal à subsister. Et on voit qu'à travers justement tous les conflits et les défis géopolitiques de la région, c'est une réalité qui a été forcément gauchie, pervertie. Et qu'il faut revitaliser. Idem pour la démocratie. La démocratie participative, gadget ou avenir ? Le terme existe et je ne crois pas qu'il existe vraiment des termes qui soient simplement des gadgets. On l'a dit de totalitarisme parce que c'est un terme qui permettait de réunir à la fois, bon c'est le travail d'Hannah Arendt, le stalinisme et le nazisme, et certains criaient à l'amalgame. Non sans raison d'ailleurs, mais on dit la même chose à propos du populisme aujourd'hui, donc on met tout dedans. De suspicion des termes qui auraient cet inconvénient de mettre ensemble des réalités hétérogènes. Démocratie participative, c'est pas le cas. Ça peut être... Mais je crois que ça correspond à une réelle crise, qui est la crise de la démocratie représentative. Et à des solutions concrètes. Et ça correspond effectivement aussi à une... Alors c'est pas totalement nouveau, on parle de la démocratie directe depuis bien longtemps, et puis il y a la méfiance que Jean-Jacques Rousseau avait vis-à-vis de la démocratie représentative. Il disait les Anglais ne sont libres qu'une fois tous les 5 ans quand ils votent. Donc de fait, cette exigence de participation, et puis ça remonte aux Grecs. Vous savez, Aristote disait qu'être un citoyen, ça consiste pas à voter, ça consiste à délibérer des affaires de la cité. Un mot, bon, il y a plein de termes qu'on voudrait évoquer, animalisme, transidentité, mais un mot du complotisme. Vous croyez qu'il peut être vaincu par la régulation du web, qui a fait son succès, ou bien est-ce qu'il va détruire le savoir, ce complotisme ? Je ne pense pas qu'il puisse être vaincu, de même que le racisme. Malheureusement, je ne pense pas que le racisme puisse être... Parce que ce sont des réalités qui touchent à l'affect le plus inconscient et le plus irrationnel. Le savoir peut s'effondrer, détruit par les complotistes qui nous diront que la Terre est plate. S'effondrer d'une manière universelle. Il peut rester à l'état minoritaire. Ça, c'est possible. Comme dans les monastères du Moyen-Âge. Dictionnaire du temps présent, mais c'est un outil pour regarder le futur. Donc, co-dirigé par vous-même, Christian Godin et Yves-Charles Zarka. C'est aux éditions du Cerf. Merci et bonne journée. Merci à vous.